Bon, donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va prendre une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je ne sais pas trop, pour parler des mots de tête. Donc le terme compliqué, c'est céphalée. Il y a 1 million de trucs à dire dessus, donc j'ai essayé de faire un petit plan simple que vous puissiez suivre facilement. Et si vous avez plein de questions, si vous n'en avez pas, peu importe, je vais essayer de vous donner envie d'avoir des questions. On va d'abord commencer par un état des lieux. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est fondamental à mes yeux? Il y aura plein de moments où je vais dire le mot fondamental parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales pour moi sur ce sujet. On va après rentrer dans le vif du sujet avec la céphalée à proprement parler, comment faire le diagnostic, comment c'est classé, les mécanismes neurophysiologiques. On va survoler les mécanismes neurophysiologiques parce que chaque mécanisme physiologique de chaque type de céphalée mériterait au moins 2 ou 3 heures de conférence. Je vous parlerai des 4 types de céphalées qu'on rencontre le plus. Alors, c'est un petit peu mon expérience personnelle et aussi ce que la littérature a à nous proposer. Et ensuite, je vous donnerai concrètement comment on peut utiliser toutes ces connaissances. Alors là, c'est Windows qui a changé l'emoji, parce que je ne sais pas pourquoi. Je me présente, je m'appelle Vincent Mellet, je suis kiné depuis maintenant un peu plus de 15 ans, je suis ostéo depuis presque 10 ans, et je suis formateur depuis... enfin, j'ai été enseignant en école de kiné, et maintenant je suis formateur également. Et je suis moi-même migraineux. C'est ça qui a fait que depuis mon adolescence, je souffre énormément de ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'y intéresser pendant mes études de kiné. On va commencer par des stats incroyables. Donc vous pouvez les lire, vous pouvez les interpréter un peu comme vous voulez, parce qu'évidemment, ça reste des stats. C'est l'interprétation qui nous intéresse. Ce qui est vraiment, à mes yeux, hyper important, c'est que malgré le fait que, on va le voir après, les traitements sont principalement médicamenteux, il y a 13% des gens, en tout cas sur les millions de consultations aux États-Unis annuelles, qui viennent voir des thérapeutes manuels. Je mets les thérapeutes manuels dans la globalité. Ça, c'est pas alarmant, c'est intéressant. Ce qui est alarmant, c'est que 50% des gens qui souffrent de céphalée, alors le terme compliqué, c'est céphalalgique, pour dire personne qui a mal à la tête, se traitent seuls. Ça veut dire ils sont complètement perdus. Parce que sans toutes les connaissances qu'on va partager aujourd'hui, c'est très compliqué de se traiter seul. Et la stat dont je parle quasiment tous les jours, c'est que malheureusement, et c'est sur une étude d'une vingtaine d'années qui a été pondue par l'OMS dans leur atlas de 2010, il y a à peu près 2 tiers des spécialistes, donc praticiens généraux, neurologues, qui utilisent les bons critères pour faire les diagnostics. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, enfin à peu près la moitié du temps, on va dire globalement, si vous avez des céphalées, si vous avez des maux de tête et que vous allez voir un médecin, malheureusement, là ça ne parle que des médecins, malheureusement vous avez une chance sur 2 de ne pas avoir le bon diagnostic. Donc pas le bon traitement. Donc l'errance thérapeutique. Donc la souffrance supplémentaire dont on va parler après. On va parler un petit peu épidémio, donc les prévalences, pour illustrer un petit peu comment sont répartis les différents types de maux de tête dont on va parler aujourd'hui dans la population. C'est très compliqué, hein, je fais une petite parenthèse et je vais faire que des parenthèses là-dessus, sur le fait que même en étudiant ça longtemps, tout ce qui touche à l'épidémiologie, c'est très compliqué d'être sûr qu'on a les bons chiffres. Parce que est-ce que c'est bien diagnostiqué? Est-ce qu'on peut regarder le type d'étude qui a montré comment ça avait été fait? Est-ce que c'est une étude transversale? Est-ce que c'est une étude sur un an? Est-ce que c'est une étude sur la vie? Bref, les prévalences, c'est encore à prendre avec des pincettes. D'une manière générale, on peut estimer qu'il y a entre 10 et 15% de patients migraineux dans le monde, ce qui est gigantesque. Ce qui est gigantesque, c'est pas scientifique, hein, ce que je dis. C'est mon impression. Je trouve que c'est gigantesque. La céphalée de tension, le deuxième type de céphalée dont on va parler. Il y a les céphalées de tension épisodiques et les céphalées de tension chroniques. Hein. Il y en a encore d'autres types, mais c'est de cette catégorie qu'on va parler. Ça touche 70% de la population mondiale, c'est-à-dire à peu près comme la lombalgie. Donc, c'est énorme. Mais au cours d'une vie. Ça ne veut pas dire à l'instant T, maintenant, il y a 70% de la population mondiale qui a une céphalée de tension. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut prendre avec les pincettes les prévalences.
La céphalée cervicogénique, alors encore plus compliqué à évaluer au niveau des prévalences parce que les critères diagnostiques sont de deux sortes, on va le voir après. Un peu plus approfondis, un peu moins approfondis, un peu plus internationaux, un peu plus selon les auteurs, on va voir ça. Donc déjà, c'est pas sûr que ça soit bien diagnostiqué. Ensuite, quels critères sont étudiés? Ensuite, est-ce que c'est la prévalence sur l'année? Est-ce que c'est la prévalence aiguë? Enfin bref, c'est très compliqué d'évaluer tout ça. Et le quatrième type de céphalée dont on va avoir besoin de connaître les particularités, c'est la céphalée par abus médicamenteux. Le medication overuse headaches. Voilà, c'est du texan. Ça, c'est environ 1% de la population mondiale selon la littérature scientifique. Je ne vois pas comment c'est possible, tellement, à mes yeux, c'est extrêmement sous-estimé. Je vais vous expliquer un petit peu comment on peut comprendre, orienter, guider les patients qui souffrent de ce type de céphalée. Il y a évidemment des coûts directs et des coûts indirects pour les patients. Les coûts directs, bien évidemment, c'est les médicaments, les consultations, l'imagerie. Et les coûts indirects, l'absentéisme, la diminution de productivité et de la qualité de vie. Je ne sais pas, qui sait ce que c'est que les DALY? Je trouve que c'est un truc assez stylé de l'OMS. Enfin, stylé. C'est horrible, hein, mais c'est intéressant. C'est les années de vie perdues à cause du handicap. Typiquement, sur, admettons, l'espérance de vie d'une femme française, 78 ans, si elle est migraineuse et qu'elle a 10 jours de migraine effective pendant lesquels elle est complètement handicapée, qu'elle ne peut pas aller travailler, qu'elle ne peut pas s'occuper de sa famille, qu'elle ne peut pas avoir de plaisir, pas de loisirs, que son sommeil est altéré, etc., ça fait un tiers de sa vie, vous faites le ratio, hein, c'est une règle de 3, et donc elle aura peut-être potentiellement 15 ou 20 années de vie perdue, entre guillemets, à cause du handicap, de qualité de vie. Et les migraines et la lombalgie, numéro 1, numéro 2 dans le monde. Les céphalées. Et la migraine ou les céphalées? La migraine, je crois. Que la migraine, oui. Et donc c'est, dit vulgairement, ça pourrit la vie. Évidemment, il y a des comorbidités. Alors, morbide, la définition, c'est relatif à la maladie. Comorbidité, ça veut dire des maladies ou des symptômes ou des signes ou des syndromes qui sont associés ou non, mais qui sont en concomitance avec une pathologie ou des symptomatologies. Les plus répertoriés, c'est les insomnies, les épisodes dépressifs, enfin on va dire les épisodes dépressifs et les types d'anxiété, hein, parce qu'il y a plusieurs types d'anxiété. Les ulcères gastriques et les épilepsies. Ça, c'est pour avoir une petite lumière dans notre tête. La petite lumière psychiatrie, psychologie, qui doit être allumée en permanence quand on reçoit des patients. On observe une augmentation de l'intensité des douleurs, corrélée aux troubles inflammatoires, aux troubles psychiatriques et aux troubles du sommeil, tout type de troubles du sommeil confondus. Et on observe une augmentation de la fréquence des céphalées corrélée à tout ce qu'il y a au-dessus, avec une prédominance particulière pour les ulcères gastriques. Ça illustre ce qu'on vient de dire juste avant. Alors, j'ai mis primum nocere. C'est du sarde ou c'est du latin? Primum nocere, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que c'est le point commun de tous les kinés, de tous les ostéos, de tous les thérapeutes manuels, quasiment de tout le professionnel de santé, c'est qu'on reçoit des gens qui ont soit mal, soit des handicaps. Par handicap, on entend incapacité à faire certaines choses. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être s'occuper de sa famille, ça peut être faire du sport, ça peut être simplement même réfléchir, communiquer, etc. Ou alors les deux. Nous, notre boulot, c'est de nous occuper, de nous intéresser aux patients le mieux possible pour essayer de trouver des stratégies pour qu'il aille mieux, voire qu'il soit guéri. Et les maux de tête, ça entre donc dans ces deux catégories. Ça fait souffrir, ça fait mal et ça handicape. Donc, c'est pour nous, c'est notre taf. On doit tout faire pour éviter, hein, ça me paraît évident, mais c'est important à rappeler, l'errance thérapeutique, la chronicisation des douleurs, évidemment le surcoût et les comorbidités. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit contexte historique. Je trouve cette image absolument géniale. Il faut savoir que les premiers rapports en fait, dans la littérature, dans l'histoire, où on s'est un petit peu intéressé aux maux de tête, c'était il y a 4000 ans avant, donc il y a 6000 ans.
avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Il y a très peu de documentation, mais c'est à partir de hiéroglyphes, de famille en famille qui ont été racontés. Si je vous montre ça, c'est une espèce de mini-frise qui mériterait tout un cours d'histoire sur la céphalée, qui est d'ailleurs à mes yeux passionnant. C'est pour montrer que c'est une discipline, l'intérêt pour les céphalées, c'est une discipline qui est extrêmement jeune. On a tendance à souvent taper sur la psychiatrie, sur le côté un peu balbutiant de la psychiatrie moderne, parce que la psychiatrie, c'est extrêmement jeune. La prise en charge des maux de tête, c'est encore plus jeune. Si je vous ai mis ce petit schéma, c'est parce qu'au XVIe siècle, on en était, et puis même au XVIIIe, XIXe, on faisait des saignées, c'est n'importe quoi. Au XVIe siècle, on faisait des trous dans la tête, on mettait de l'ail frit sur le cerveau pour que les gens aient un petit peu moins mal. Voilà, c'est juste un petit rappel historique. Et les dates clés, c'est 88, 92, 2004, parce que l'Organisation mondiale de la santé, je vous ai mis cette petite illustration parce que tout le monde connaît le CIM-10, CIM-11, l'ICD-11, enfin en anglais, qui est la classification internationale des pathologies, des critères diagnostiques qui regroupent l'ensemble des pathologies qui sont observées dans le monde. C'est mis à jour tous les 10 ans depuis 1910. Et c'est là-dessus que en fait, les psychiatres se sont dit c'est pas suffisamment étayé toutes les pathologies psychiatriques, donc on va faire une classification que tout le monde connaît aussi, ce qui s'appelle le DSM. Sur le modèle du DSM, l'International Headache Society, donc l'IHS, a fait la classification internationale des céphalées, qui en fait est sous un format qui est relativement simple, malgré le fait que ça soit 600 pages, que ça doit, pour moi, en tout cas quand on s'intéresse aux céphalées, et on en parlait tout à l'heure, il faut le lire, le relire, se poser des questions, oublier, aller voir les études qui sont citées, parce que en fait, c'est la Bible des critères diagnostiques pour les céphalées. Et vous voyez, elle est classée, elle est organisée d'une manière assez simple, avec les céphalées primaires, qu'on peut considérer comme des pathologies à proprement parler, les céphalées secondaires, qui systématiquement sont des céphalées, donc des douleurs de tête, qui sont des symptômes attribués à quelque chose. Attribués vraisemblablement à quelque chose, en absence de preuve d'un autre diagnostic. Vous allez voir, c'est encore un petit peu plus précis après. Et puis une troisième partie avec les neuropathies crâniennes. Et comme dans toute classification, le dernier truc, c'est toujours pareil, autre céphalée primaire, autre céphalée, pour tout ce qui n'a pas encore été classifié, qui sera classifié probablement dans la prochaine version. Alors, on va faire un petit peu de physiologie générale, parce que, encore une fois, ça mériterait de s'y plonger pendant des heures. Quand on a mal à la tête, on a mal à quoi? Les patients, eux, pensent qu'ils ont un problème dans le cerveau. D'accord? Ils pensent qu'il y a quelque chose qui est en train de soit s'abîmer, soit se détériorer, quelque chose de dégénérescence, ou alors éventuellement des tumeurs, etc. C'est pas normal. C'est normal d'avoir mal au doigt, c'est normal d'avoir mal à l'épaule, c'est normal d'avoir mal au dos, à la limite, j'exagère, mais mal à la tête sans raison, cause A égale directement symptôme mal de tête. Le seul mal de tête, d'une manière générale, les deux seuls maux de tête, je veux dire, ça c'est mon avis, qui ne nous inquiètent pas, c'est la gueule de bois et quand on se prend un énorme crochet à la boxe. Oh, c'est normal, je me suis cogné, je me suis éclaté contre un meuble ou je me suis pris un crochet. Ou alors, hier, j'ai bu 9 verres de champagne et 4 verres de blanc. C'est normal qu'en me levant à 7 heures et en ayant dormi 2 heures, c'est normal que j'ai un peu mal au crâne. Je ne sais absolument pas pourquoi je prends cet exemple, les amis. Voilà. À part ça, les gens veulent comprendre pourquoi ils ont mal à la tête. Donc nous, c'est important qu'on sache et qu'on puisse expliquer aux gens que le cerveau lui-même, d'un point de vue nociception, il n'est pas douloureux. Si le cerveau bug, les symptômes, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on va dire vulgairement pour pouvoir parler au grand public, si le cerveau bug, on va avoir des signes neuraux. On va avoir des signes de la fonction de l'aire corticale qui fonctionne moins bien. Mais ce n'est pas une douleur du tissu cérébral. Ce qui se passe, ça c'est l'arbre vasculaire cérébral, juste pour faire plaisir à Olivia. Voilà, 70% du débit sanguin cérébral par les carotides et 30% par l'artère vertébrale. Ça c'est juste pour te faire plaisir.
À savoir, c'est pas le tissu cérébral qui fait mal. Autre chose à dire aux gens, c'est que c'est pas entre guillemets dans la tête. Évidemment, on a mal à la tête, donc c'est dans la tête, niveau localisation. Mais c'est pas parce que c'est une douleur et que par définition la douleur on ne la voit pas que la personne l'invente. Ça encore, je ne vais pas approfondir. On pourrait en discuter pendant des heures. Mais le nombre de personnes qui ont des céphalées et oh, c'est dans votre tête, c'est le stress, etc. La réponse à donner, c'est oui, mais pas que. Donc là, on parle essentiellement dans ce chapitre de la physiologie. Et ce qui se passe surtout, c'est au niveau des vaisseaux méningés. Donc je vais revenir sur la petite diapo juste avant. Donc durmère, pimère, arachnoïde, espace sous-arachnoïdien, vaisseaux méningés intracrâniens extracérébraux. C'est l'innervation extrinsèque, donc qui ne provient pas du tissu cérébral. C'est l'innervation extrinsèque des vaisseaux méningés qui est la structure en cause dans le phénomène douloureux dans les céphalées. Traduction. C'est un schéma qui est un peu compliqué, mais en gros, ça, à gauche, c'est un zoom de cette partie-là, de l'invagination ici. En bref, ça c'est des exemples. En bref, c'est les plexus nerveux des vaisseaux méningés qui sont innervés en provenance du ganglion de Gasser, qui est le ganglion du nerf trijumeau. Et dans la littérature, c'est ça qui est intéressant, c'est que la stimulation électrique du ganglion du nerf trijumeau chez le rat entraîne des douleurs homolatérales dans la région frontale. La distension par ballonnet des troncs proximaux, et ça c'est pas encore pour Olivia, des troncs proximaux artériels, donc carotide et artères vertébrales, entraîne des douleurs dans le territoire ophtalmique. Et des stimulations électriques du ganglion du nerf trijumeau chez le rat entraînent la cascade de l'inflammation vasculaire. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette appellation d'inflammation neurogène stérile. C'est-à-dire que c'est une inflammation due à une mauvaise compréhension ou une mauvaise utilisation ou des trucs qui nous échappent encore, parce que c'est jeune, des vaisseaux méningés qui entraînent une inflammation et qui entraînent la douleur. Ça, c'est la migraine, c'est ma tronche. C'était pour vous montrer l'aura. On va parler des 4 types des céphalées rencontrés. On va commencer pour la première chose par la migraine. Moi, j'appelle pas ça la migraine, j'appelle ça plutôt la crise migraineuse. Vous allez voir pourquoi. Je pense que c'est plus illustré, on va dire ça comme ça. La première chose, c'est que la migraine est donc une céphalée qu'on appelle primaire. C'est une pathologie à proprement parler. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe 6 types de migraines. Donc la migraine avec aura, la migraine sans aura, etc., etc. Quand on classifie et quand on va après rechercher dans la littérature, si vous avez plusieurs types de migraines, typiquement moi j'ai des migraines avec aura et des migraines sans aura, on cumule dans la littérature. Je suis un patient qui a des migraines avec aura et des migraines sans aura. La migraine sans aura, donc je vais vous le dire comme c'est illustré dans la classification. Les caractéristiques, et comme ça vous pouvez être un petit peu plus familier avec la classification, c'est que la migraine sans aura, c'est une céphalée, donc qui dit céphalée dit douleur de tête, qui se manifeste par des crises. Donc qui dit crise dit une certaine durée, qui dure de 4 à 72 heures, avec des caractéristiques précises de durée, de localisation, de type, d'intensité, de signes d'aggravation et de signes associés. Unilatérale, c'est comme ça qu'elle débute, avec la petite particularité, c'est que parfois, elle peut changer de côté au sein même d'une crise. Mais globalement, c'est une douleur unilatérale, c'est plus pratique pour nous pour classer les gens. De type pulsatile, c'est-à-dire les gens témoignent de la sensation d'avoir le cœur qui bat sur le côté de la tête, chose qu'on ne verra pas par exemple dans la céphalée de tension. D'intensité modérée ou sévère, ça, encore une fois, c'est comme l'échelle visuelle analogique, c'est difficile de déterminer ce qui est
modérée ou sévère comme douleur. Mais plus on va poser de questions au patient, plus on va lui demander qu'est-ce que ça vous empêche de faire, qu'est-ce que ça vous permet de faire. Une question que j'aime bien poser aussi quand il s'agit de prendre en charge des patients douloureux, c'est quoi la pire douleur que vous ayez déjà expérimentée? Si la pire douleur expérimentée, c'est un accouchement sans anesthésie, avec hémorragie, dans la jungle au Cambodge, c'est pas la même chose que si la pire douleur, c'est quelqu'un qui s'est simplement fait une entorse de grade 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça permet de comprendre un petit peu les patients. Et donc de déterminer si c'est modéré à sévère, parce que typiquement, l'algie vasculaire de la face est une douleur sévère. La migraine est une douleur modérée à sévère. Et la céphalée de tension, c'est une douleur moyenne. Plus longue, plus écrasante, mais moyenne. La migraine, la céphalée migraineuse est accentuée, la douleur est accentuée par l'activité physique. Par activité physique, hein, on peut tout mettre dedans, hein, c'est-à-dire parfois juste se pencher, aller nettoyer sous un meuble, c'est une activité physique avec un changement, avec un effort, monter des escaliers, courir, peu importe. Et c'est parfois accompagné de symptômes comme la nausée, photophobie, phonophobie, etc., etc. La migraine avec aura, ce sont des crises qui sont la même chose que ce qu'on a dit avant, sauf qu'elles sont les symptômes qui débutent une crise de migraine avec aura, c'est des symptômes qui sont à peu près les mêmes symptômes qu'un AVC. Je le dis un petit peu en provocation, mais c'est un petit peu la même chose. Donc on a parfois des aphasies, des paresthésies, parfois même des paralysies. Tout ça, évidemment, temporaire, qui sont complètement réversibles et qui, la plupart du temps, n'inquiètent pas le patient parce qu'il est habitué à avoir ces crises. Petite parenthèse, je ne sais pas si je dépasserai le temps, mais je pense que c'est une parenthèse hyper importante. La grande différence qui permet de... Enfin, les particularités qui permettent de se rendre compte qu'un patient ne fait pas un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire. Et l'autre chose, c'est la phase d'aura de sa migraine, c'est que, les symptômes sont totalement réversibles en, la plupart du temps, moins de 3 heures. Et la deuxième chose, c'est que le patient y est habitué. Donc quand il est habitué à avoir des moments d'aphasie, typiquement, moi je sais que quand j'ai une crise migraineuse, le pire moment de l'aura, c'est les 3 quarts d'heure pendant lesquels je n'arrive pas à parler, je n'arrive même pas à élaborer mon propos. C'est vraiment l'aphasie, comme on a pu tous l'étudier à l'hôpital, en neurologie, avec les patients qui font des AIT ou des AVC. Sauf que 3 quarts d'heure plus tard, c'est passé, je sais, je ne m'inquiète pas, c'est chiant, mais ça ne m'inquiète pas. Après, moi j'ai l'avantage d'avoir absolument tous les signes neuro, l'avantage dans notre raisonnement clinique. Au quotidien, c'est horrible, mais d'avoir tous les signes. Donc tout ça, on l'a dit. Je rentre pas là-dedans. Hein. Non, hein. J'ai pas le temps. Bon, bah, comme ça, vous faites des captures d'écran dans vos yeux, là. Et puis, vous irez voir plus tard. C'est dommage, hein, c'est intéressant. Bon. Ouais, bah, j'aime bien ce petit schéma. Notion de crise, la chronologie et temporalité de la crise migraineuse est important. Le patient, quand un patient vient pour la première fois avec des céphalées chez un kiné, chez un médecin, les questions qu'on doit poser, c'est: vous pouvez me raconter, quand vous avez mal à la tête, ce que ça donne? Et la plupart du temps, les migraineux ou les gens qui ont des céphalées de tension et qui pensent qu'ils ont des migraines alors qu'en fait ils ont des céphalées de tension et ils disent qu'ils ont des migraines, etc. Nous, on a besoin de les aiguiller. La crise migraineuse, elle dure 4 à 72 heures. En dehors du temps, ça s'appelle des périodes interictales pour faire un mot compliqué, puisque ictus, crise, période interictale, période entre les crises. Le schéma classique, c'est initiation de crise, crise complète ou incomplète, puis récurrence des cycles. Après, parfois, il y a des prodromes, typiquement, des patients qui se sentent fatigués, qui baillent. Il n'y a pas encore eu d'aura, il n'y a pas encore eu de céphalée, mais c'est des signes annonciateurs de la crise migraineuse. Donc, crise migraineuse, 4 à 72 heures. Ensuite, rien. Ensuite, ça peut revenir à n'importe quelle fréquence. Ça peut être 1 fois tous les ans, ça peut être 3 fois par semaine. Ça peut durer 5 heures, comme ça peut durer 72 heures. Mais le mécanisme, il est très précis.
Là aussi, si vous voulez faire une capture d'écran, là, je vais pas. Bref, c'est les sources. Alors, la céphalée de tension, ce qui est le deuxième type de céphalée qu'on rencontre le plus souvent, nous, en cabinet. C'est aussi considéré comme une céphalée primaire. Moi, je trouve que ça mérite un petit débat, mais on va dire que c'est une céphalée primaire parce qu'elle est céphalée primaire dans la classification. Les patients, quand on leur dit céphalée de tension, ils pensent tension artérielle. On pense tous tension artérielle quand on dit tension. En vrai, et c'est un petit peu un abus de langage, mais de toute façon, on n'a pas trouvé une meilleure méthode de le dire, c'est on pense à tension musculaire, en fait. Alors, tension musculaire, c'est pas très scientifique comme terme. Hein. Ça veut dire quoi, la tension musculaire? Est-ce que ça, c'est de la tension musculaire ou est-ce qu'il y a simplement des trapèzes énormes? Un peu des deux. Tension type headache, en anglais, c'est mieux. C'est deux types tension. Voilà, ça vient, en gros, des muscles et plus précisément de tout ce qui est nocicepteurs myofasciaux. Toujours pareil, on cumule les tampons quand il y a plusieurs types de céphalées. Je ne rentre pas dans les mécanismes neurophysiologiques de la céphalée de tension, même si après on peut en parler j'ai toute la journée, hein, c'est bon. Il y avait des mécanismes périphériques et des mécanismes centraux. C'est pour ça que pathologie primaire ou pas, attribuée à quelque chose de périphérique, ça mérite débat. Mais ça, on fera un débat là-dessus. Ça te va? Trop bonne idée. Je me dis à moi-même trop bonne idée, t'as vu? Donc céphalée de tension épisodique fréquente, à savoir, plus important, douleur bilatérale, sensation qui n'est pas pulsative, sensation de serrement. Les gens témoignent d'avoir la tête dans un étau, ou alors comme si on attrapait leur voûte crânienne ou leur muscle crânien et qu'on tirait dessus, qu'on écartait ou qu'on écrasait la tête, qui n'a rien à voir avec la migraine. Ça peut durer de quelques minutes à quelques jours, ça peut même durer pendant 3 mois non-stop, hein, jour et nuit. C'est possible. C'est donc direct le drapeau qui nous dit ce n'est pas une migraine. Pas forcément associé à des nausées et ne s'aggrave pas à l'activité physique. La plupart du temps même, spoiler, ce sera un des traitements. La photophobie peut être présente et je ne sais plus pourquoi. Donc encore une fois, ce qui va nous intéresser, durée, localisation, type de douleur, signes aggravants, signes qui sont associés et signes d'apaisement aussi, c'est important. La céphalée de tension chronique, alors c'est cette précision d'avoir la même chose, mais ça devient chronique, qui est plus de 15 jours par mois en moyenne, depuis plus de 3 mois. On va avancer là. Hop, hop. Maintenant, la céphalée cervicogénique, si elle était plus souvent diagnostiquée, je pense qu'on en verrait plus au cabinet. Comme elle est assez passagère et qu'elle est très liée à... elle n'est pas très liée, elle est directement liée au rachis cervical et aux structures anatomiques du rachis cervical. Le raisonnement va être plutôt un raisonnement type thérapie manuelle. Il y a moins entre guillemets, de neurologie là-dedans. On va vraiment s'intéresser au cervical dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe? La définition, on va le dire comme ça, c'est une céphalée qui trouve son origine dans n'importe quelle structure innervée par les nerfs spinaux de C1 à C3. Et j'ai mis la femme au ça pour te faire plaisir, Antoine. Hop. C'est ce qu'en ostéo on appelle la dysfonction primaire, une espèce de légende comme quoi il y aurait une dysfonction qui permettrait de soigner tous les symptômes. En l'occurrence, s'il y a bien un truc qui ressemble à ça, c'est la céphalée cervicogénique. Parce que dans les... je ne sais pas si c'est écrit ici, ouais, petite parenthèse, dans les critères diagnostiques ou dans les façons d'être certain du diagnostic, eh ben en fait, on fait des blocs anesthésiques des structures qu'on pense être coupables de la céphalée. Donc si on fait un bloc anesthésique sur une articulation zygapophysaire C2, C3, et que ça annule la céphalée, alors c'était une céphalée cervicogénique, entre autres. Hein. Donc on est quand même sur la notion de problème égal directement céphalée. C'est moins complexe que ce qu'on a vu avant. Donc elle est considérée comme une céphalée secondaire, hein, comme donc on a vu tout à l'heure dans la famille 11, attribuée à une affection de... c'est important. Et donc il y a un Suédois qui s'appelle Sjöström, voilà, qui en 90 a fait des précisions un peu plus... tiens, je les ai pas mises. Ah zut, je les ai pas mises. Qui a étoffé en fait les critères diagnostiques en précisant qu'il y avait obligation que ce soit homolatéral à la zone qui est douloureuse, que ça ne pouvait pas
qu'il n'y avait pas de shift, enfin de... Putain, Jean-Claude Van Damme. Qu'il n'y avait pas de changement de, qu'il n'y avait pas de changement de côté, à l'inverse de cette possibilité dans la migraine. Et puis, oui, c'est lui qui parle essentiellement du bloc diagnostic, je crois. Pourquoi ça a décalé? C'est dommage. La douleur référée, c'est le mécanisme physiologique principal. Je pense que je ne vais pas avoir le temps d'illustrer ça, mais c'est la même chose que la notion de douleur dans le bras ou douleur dans la mâchoire pour l'infarctus du myocarde. En gros, le neurone de second ordre reçoit des informations nociceptives de deux endroits. Il doit faire un tri quand il envoie le cortex somatosensoriel doit faire un tri. Et quand il reçoit les trucs des deux endroits, il se dit deux règles. Où est-ce qu'il y a la plus grande densité de nocicepteurs et qu'est-ce qui est le plus proximal par rapport au cerveau? En gros, c'est ça. Donc il considère que plutôt que ce soit un trouble cervical, il se dit bon, il y a plus de nocicepteurs au niveau des vaisseaux méningés, très bien. Et les vaisseaux méningés, c'est ça qui est le plus près de moi. Très bien. Un peu comme à l'entrée d'une boîte, le neurone de second ordre, c'est le videur. Il voit plein de groupes arriver. Et puis, il a besoin de faire du chiffre. Il regarde là où il y a le plus de Rolex et ceux qui sont le plus près. Il dit, bon, eux, ils n'ont que des Casio. Eux, ils n'ont que des Rolex. Et eux, ils sont devant moi. Je prends eux et les Casio. Elle a ses limites, cette petite comparaison, mais ça permet d'illustrer la notion de douleur référée. Ce qui fait qu'à la fin, la douleur, elle est sur le trajet du trijumeau, essentiellement fronton-temporal. Et on arrive à provoquer la douleur en allant faire le bilan manuel au niveau cervical. Ah bah oui, finalement, je les ai mises là. Ils sont là, les critères. Oui, donc qu'est-ce que j'ai oublié tout à l'heure? Oui, donc oui, ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'était au niveau du bilan clinique, ça va être très intéressant parce que ça colle assez bien avec la notion de torticolis, entre guillemets. C'est-à-dire la douleur aiguë, cervicalgie aiguë, du fameux petit spasme d'un muscle intervertébral, etc. On va aller vérifier s'il y a un manque de mobilité, si d'aller palper, mobiliser, étirer la zone, est-ce que ça déclenche la douleur locale, mais surtout est-ce que ça déclenche la douleur référée. Et donc ça nous définit un plan de traitement qui est quand même assez simple. Si c'est important de savoir tout ça alors que ça a l'air très simple, c'est parce que le nombre de personnes, enfin toutes les semaines, je vois des gens qui ont des céphalées cervico-géniques, mais qui ont des traitements médicamenteux pour la migraine parce que ça a été mal diagnostiqué avant. Ou pour la céphalée de tension, qui ont des actions, qui font des choses, ou qu'on leur fait faire des choses qui ne correspondent pas au bon diagnostic. Et comme on voit tous des patients, on voit à quel point quand on va au mauvais endroit, quand on dit les mauvaises choses, des choses fausses, des choses qui mettent dans la mauvaise direction, ça peut entretenir, chroniciser, faire peur, déclencher la notion d'évitement, faire croire au patient qu'il n'a pas de solution alors qu'à l'origine c'est quand même relativement simple. Ça, c'est gravissime. C'est pour ça que le diagnostic est fondamental. Hop. Et évidemment, la céphalée par abus médicamenteux. J'ai mis Breaking Bad parce qu'en fait, je suis le dernier mec en France à ne pas avoir vu Breaking Bad. Et j'ai commencé il y a 2 semaines, je trouve ça extraordinaire. Donc je suis à fond. On va dire que le gars à gauche... bon, ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad, tant pis pour eux. On va dire que le gars à gauche, c'est nous, les kinés, les ostéos. On apprend des meilleurs, c'est-à-dire on apprend des chercheurs. On essaye, avec le côté qu'on est quand même un petit peu moins con que lui et un peu moins dangereux que lui. On essaye vraiment d'être le plus scientifique possible et, c'est là où je vais en venir après, on réoriente au neurologue à droite, on réoriente au grand centre d'imagerie, on réoriente au centre antidouleur dès qu'il y a le moindre doute. La céphalée par abus médicamenteux, moi, perso, j'en vois au moins une fois par semaine. Une fois sur 10, c'est ma petite stat à moi. Une fois sur 10, quand je pose les questions, et c'est ça les signes selon l'International Headache Society, selon la classification, si ça coche quelque chose là-dedans, il y a un risque de céphalée par abus médicamenteux. Il faut quand même imaginer que
on en parlait hier, je ne sais plus comment on disait, la compensation de la compensation, ou les cercles vicieux. C'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui ont des maux de tête. S'il y a 50% qui se traitent tout seuls, ils vont se traiter comment? La plupart du temps, c'est rarement quelqu'un qui va aller soulever des trucs, qui va aller faire des étirements, qui va se faire des manipulations, qui va améliorer son sommeil, sa nutrition, et aller voir un psychologue. C'est rarement le premier truc qu'on fait. Le premier truc qu'on fait et que les patients font, c'est ça. Donc le patient a une céphalée. On ne sait même pas laquelle, on ne sait même pas pourquoi. Il va prendre des médicaments. Ça passe pas, il augmente les doses. Et on se retrouve là-dedans. Donc truc tout bête, hein. Paracétamol ou anti-inflammatoire, parce que oui, parce que ma mère elle a des boîtes, donc j'ai pas pris de prescription, et puis je prends des anti-inflammatoires, machin. Plus de 15 jours par mois pendant 3 mois, ou même tout bête, hein, du Doliprane ou une combinaison d'antalgiques. Chacun fait sa petite formule comme dans Breaking Bad. Et puis on se retrouve avec des céphalées déclenchées, comme une céphalée primaire finalement, hein, ça n'en est pas, mais par un abus médicamenteux. Alors la notion d'abus, c'est comme la notion de norme, il nous faut des chiffres, c'est pour ça que les chiffres ils sont là. Ça c'est important. Ça, en plus de ça, ça je pense que je vais le mettre même dans ma salle d'attente, parce que dans ma salle d'attente j'ai des petits trucs que les gens, je me dis que les gens doivent savoir. Je pense que ça je vais le mettre dans ma salle d'attente. Donc il faut évidemment une stratégie pluridisciplinaire, un suivi par IRM, enfin bref, c'est un vrai gros suivi de sevrage. Hein. C'est hyper important. Et le nombre de personnes qui sont dans une forêt pleine de brouillard, avec 50 000 arbres, trop de feuilles, etc., moi je leur dis, la céphalée par abus médicamenteux, c'est le brouillard. On ne voit même plus les arbres. Donc on ne peut pas savoir comment on va les couper, on ne peut pas savoir comment on va les tailler, on ne peut pas savoir combien on a, on ne connaît pas leur espèce, etc. On ne peut plus rien comprendre. Donc il faut que d'abord on s'occupe de la céphalée par abus médicamenteux. Maintenant, l'imagerie diagnostique. Ah, je vais être trop court. Il y a quelque chose à 4 heures après, c'est ça? Bon, mais je continue. On est samedi. L'imagerie diagnostique. Alors, pourquoi l'imagerie diagnostique? La plupart du temps, l'anamnèse suffit pour établir le diagnostic de céphalée. Il n'y a que 7 cas dans lesquels il faut orienter vers une IRM, un scanner, une angiographie, enfin quelque chose. Bref. Les 7 cas, pareil, à connaître par cœur. S'il y a un nouveau type de céphalée, chez quelqu'un qui a déjà des céphalées, ou quelqu'un qui n'a jamais eu de céphalée, un nouveau type de céphalée, surtout si à l'âge à plus de 50 ans. Donc quelqu'un qui a 22 ans, qui n'a jamais eu mal à la tête, qui a mal à la tête, on ne s'inquiète pas plus que ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu mal à la tête et qui commence à avoir mal à la tête, ça persiste, et il a 73 ans, on s'inquiète. Direct. Aux urgences. Ou un examen d'imagerie, on appelle le médecin, etc. Des signes neurologiques inhabituels. Encore une fois, on revient avec celui qui a des migraines. Celui qui a des migraines et qui a des signes neurologiques classiques et auxquels il est habitué, on ne va pas s'inquiéter. Évidemment, tout ça, c'est discutable. On peut voir au cas par cas. Mais c'est les grands thèmes. S'il y a un trauma récent, évidemment. S'il y a eu la notion d'immunodépression, évidemment. L'altération de l'état général, comme à peu près dans tout. Les antécédents de cancer, il y a une phrase d'une amie qui travaille en cancéro qui m'a dit « Toute nouvelle douleur en présence ou en rémission de cancer doit être considérée comme une rechute d'un cancer. » A priori. Quelqu'un qui a eu un cancer il y a 20 ans, nouvelle douleur, surtout si c'est un mal de tête, on considère que, jusqu'à preuve du contraire, c'est un cancer. On ne le dit pas comme ça aux patients, hein, mais évidemment, c'est comme ça qu'on doit raisonner, nous. Et ensuite, l'intensité de céphalée qui augmente progressivement et ou récemment. Si ça continue d'augmenter et qu'il n'y a pas de rémission et que le patient n'est pas tranquille, ça dégage. Et évidemment, on ne dit pas au patient ça dégage. Donc, les drapeaux rouges. Un drapeau rouge, c'est pas quelque chose qui nous fait ne pas nous occuper du patient. Un drapeau rouge, c'est quelque chose qui nous allume une petite lampe et qui nous dit, est-ce que je réoriente? Est-ce que je prends en charge en ayant une petite lampe allumée? Est-ce que je prends en charge en ayant une petite lampe allumée et je réoriente concomitamment? Un drapeau rouge n'est pas un feu rouge.
Diagnostic différentiel. Voilà. Ça, c'est un petit résumé. Vous pouvez prendre une photo, ou de toute façon, je pourrais vous l'envoyer, ou machin. C'est assez agaçant à faire, ça. Donc, profitez-en. C'est localisation, durée, fréquence, intensité, type, facteur plus, facteur moins, enfin, facteur influençant, accentuant, aggravant, facteur diminuant, apaisant les céphalées et les signes associés. C'est vraiment le résumé des questions qu'il faut absolument poser aux patients qu'on reçoit avec des céphalées. C'est résumé d'un résumé, mais ça, c'est vraiment hyper carré. Et là, je me rends compte demain que j'ai fait une faute quelque part. Vous allez voir. Bon, bref. A priori, c'est bon. C'est pour faire la différence entre migraine, céphalie de tension et céphalie cervicogénique. Le biopsychosocial, ça, on nous l'a tous enseigné comme à gauche, mais je voudrais porter votre attention sur l'importance de la complexité des facteurs qui influencent la douleur chez une personne. Ce schéma, depuis que je l'ai depuis 6 mois à peu près, je le montre à tous mes patients. Je leur montre qu'il y a des facteurs psychologiques, des facteurs biomécaniques, des facteurs nociceptifs, des facteurs de blessures de tissus anatomiques, des facteurs d'habitude, d'hygiène de vie, etc., qui influencent in fine la douleur et qui interagissent entre eux. C'est un bordel qui doit être expliqué à tout le monde et qu'on observe tous les jours, en fait, finalement. Et ça va pour les douleurs les plus complexes à la douleur la plus simple, de ma fille qui est en train de jouer et qui se lève de dessous la table et qui se cogne la tête, mais on est en train de se marrer, on est en train de jouer, le jeu c'est un petit peu la bagarre, etc. La douleur passe à la trappe. Par contre, si je l'ai engueulée 5 minutes avant, parce que ça fait 800 fois que je lui demande de mettre ses chaussettes au sale, si elle se cogne un tout petit peu, ça va être la fin du monde. Et je prends cet exemple souvent aux patients, c'est le contexte, toutes les interactions qui sont complexes dans le cerveau et que ça, il faut absolument les prendre en compte. Donc quand le patient veut absolument une réponse, mais à cause de quoi? À cause de quoi y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie? Je veux une seule réponse en un mot, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les choses complexes, on peut les vulgariser, mais elles restent complexes. Je fais trop long. Ça, c'est mon anamnèse classique. Toutes les questions qu'on va donc séparer dans notre tête, en biopsychosocial. Et on les sépare dans notre tête pour après mieux les réintégrer ensemble. Le biopsychosocial, c'est pas 3 trucs qui interagissent un peu. Le biopsychosocial, c'est les 3 couleurs primaires qui sont complètement mélangées. Il y a un peu de violet, il y a un peu de marron, il y a un peu de bleu, il y a un peu de jaune. C'est un peu de tout, n'importe comment. Donc, on a plein de questions à poser d'un point de vue bio. On a plein de questions à poser ou à se poser nous-mêmes, à nous poser nous-mêmes au niveau psycho, sur comment le patient se raconte les choses, comment il donne du sens à ses maux de tête. Qu'est-ce que ça évoque pour lui? Est-ce qu'il a le sentiment d'auto-efficacité? Quel est son type de locus de contrôle? Est-ce qu'il a déjà consulté des psychologues, etc. Évidemment, la même chose au niveau social. Qu'est-ce qu'il y a comme impact, etc., etc. Ça, c'est les échelles les plus utilisées. Il y a 7 échelles dans la littérature qui sont extrêmement utilisées pour mieux connaître à la fois les types de traitements et la prise en charge des patients qui ont des maux de tête. Ça, je vous invite à les imprimer. Est-ce qu'il faut les faire remplir par les patients? Mon avis, non. Trop compliqué. Est-ce qu'il faut que nous, on les lise pour être très à l'aise dans l'anamnèse? Oui. C'est une des clés fondamentales pour être très bon dans l'anamnèse. C'est connaître les échelles valides pour à peu près tout. Ça va aussi pour les douleurs neuropathiques, ça va aussi pour les troubles vasculaires, ça va pour à peu près tout. Ouais, c'est un peu long. Ok, ça, encore une fois, voilà, c'est un exemple de type d'échelle à connaître. Je finis avec bilan et traitement de manière assez rapide. Le bilan, qu'est-ce qu'il a comme intérêt? On a passé l'anamnèse. Moi, dans ma tête, anamnèse et bilan, c'est la même chose. Mais on va considérer que l'anamnèse, c'est le questionnaire, et puis le bilan, c'est le bilan clinique et les tests. Il a comme intérêt de faire ce que les autres praticiens, la plupart du temps, ne font pas. C'est-à-dire que déjà, on touche les gens, on les enveloppe, on les réconforte, et ça nous permet de provoquer les douleurs, de comprendre un petit peu si ça confirme ce qu'on a vu à l'anamnèse.
Ça nous permet aussi de distinguer ce qui est de l'ordre des signes et des symptômes. Ça, encore une fois, c'est un débat qu'on pourrait avoir ensemble après. Dans les 5 étapes de bilan, on va avoir tout ce que vous avez montré sur les nerfs crâniens, l'évaluation artérielle et neuro et la palpation, l'évaluation artérielle et neuro. Après, la palpation, les tests spécifiques et tout ce qui touche à la proprioception, au contrôle moteur. Donc j'ai surligné tests spécifiques parce que dans la littérature, on a 20 grands tests qui ressortent, à la fois sur des études Delphi qui sont des témoignages de praticiens spécialisés. Donc ça nous permet d'avoir une idée de ce qui se fait chez les spécialistes. Voilà la liste. Et selon la méthode comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. On ajoute aussi des tests de force et des tests de seuil de douleur. En résumé, ça aussi vous pouvez le prendre en photo pour l'examen clinique. J'ai décidé de ne pas faire pas faire du tout de pratique et surtout d'essayer d'attiser votre curiosité sur les sujets. Mais c'est ça que personnellement j'utilise le plus et c'est ça qui est le plus on va dire fiable et reproductible dans la littérature. J'ai mis pour les céphalées en général, évidemment j'ai pas le temps de faire chaque classe de céphalée, mais en prédilection et traitement de prédilection de toute façon, c'est les traitements médicamenteux en phase douloureuse et les traitements médicamenteux en prévention. On a de mémoire, je crois, 70 ou 75% des patients céphalalgiques aux États-Unis qui favorisent la combinaison de traitements, c'est-à-dire thérapie complémentaire, au sens noble du terme, c'est-à-dire psy et ou thérapie manuelle, à leur traitement médicamenteux. Et comme l'attente des patients, les connaissances des patients et leurs croyances, tant qu'elles vont vers un traitement de qualité, en fait, nous, on valide. C'est la vraie définition de l'effet placebo, c'est-à-dire potentialiser l'effet des traitements qui sont déjà en cours et qui ont un principe actif efficace, ou des croyances efficaces vers la guérison. J'ai pas séparé kiné, ostéo et chiropraxie, ce n'est plus ma guerre. Quand je dis pourquoi c'est pour nous les céphalées, parce que déjà, d'une part, il n'y a pas d'effet néfaste, délétère, mortifère ou quoi que ce soit. On n'accentue rien. Au pire, comme je dis, au pire des cas, on soulage. Donc, c'est quand même, il n'y a pas d'effet secondaire. Dans la littérature, on ne trouve rien qui soit néfaste pour le patient. On trouve, et ça, c'est malheureux encore, mais c'est parce que ce sont des disciplines jeunes, on trouve énormément de preuves, mais qui sont pas suffisantes, on va dire, de moyennes, mais significatives. C'est-à-dire qu'on ne doit pas confondre ce qui est non significatif, donc ce qui n'a pas de preuve, à des preuves légères, moyennes, mais qui ne sont pas suffisantes pour être dans les guidelines. Et la nuance, elle est importante. Ça, c'est toutes les techniques qui ont été étudiées dans la littérature pour les céphalées en général. Et donc, l'approche thérapeutique, bien évidemment, elle dépendra du praticien, ses connaissances, son expertise, son expérience, et tout plein de préférences. Et puis surtout du patient, donc du bilan et de l'anamnèse. Ah tiens, j'ai noté un truc là. Bon, concrètement, nous sommes des adjuvants au traitement médicamenteux, des adjuvants qui pouvons améliorer la qualité de vie, diminuer les comorbidités, diminuer le risque de chronicisation, empêcher l'errance thérapeutique, et nous sommes les seuls qui avons le temps pour suivre les patients, parce qu'un neurologue voit le patient peut-être tous les 6 mois, pour proposer un traitement, et il le revoit 6 mois plus tard. Alors, oui, non. Alors que nous, on peut voir les patients 1 à 2 fois par semaine. On peut leur proposer plusieurs axes de traitement, parfois en même temps, parfois les uns après les autres. On va pouvoir tester chez quelqu'un qui a... On a les cas des patients qui viennent en disant « j'ai déjà vu 5 kinés et 3 ostéos ». Très bien, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant? Qu'est-ce qui vous a semblé efficace?
Et nous, on va essayer d'autres choses. Globalement, l'éducation thérapeutique. Enfin, l'éducation, comment ça se passe, quoi. Expliquer tout ce que je viens de vous expliquer en plus court, en fonction des gens. Qu'est-ce que c'est une céphalée? Quelle est l'importance du diagnostic? De proposer un suivi. Attendez, forum démo fusion. Ouais. De suivre les gens en leur proposant les choses basiques, c'est-à-dire bien utiliser leur corps, la force, de l'endurance, de la confiance, le minimum d'anxiété, le meilleur sommeil possible. Tout ça, ça va être ça nos champs d'action. Aujourd'hui, je pense que l'année prochaine, je parlerai des traitements. Tiens. Ce qu'il y a à retenir, c'est l'importance du diagnostic, la nécessité de pluridisciplinarité, parce qu'on ne peut pas travailler sans les médecins, et les médecins ne peuvent pas travailler sans les pharmaciens. Et on a largement autant de preuves d'efficacité que tout ce qui touche aux thérapies comportementales et cognitives. Et avec un peu de rigueur, ça nous permet d'avoir un socle extrêmement solide pour après se sentir libre en tant que thérapeute manuel de tenter des traitements avec les patients, de tenter des exercices avec les patients. Et cette liberté-là, c'est important. C'est fondamental. Comme ça, je termine par le mot fondamental. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions.